Depuis des années, ils vivent en couple, mais ne font plus l'amour. Quel problème bloque actuellement votre couple? La libido, complètement inexistante, pour moi en tous les cas. 6 ans de vie commune, on l'a fait peut-être 10 fois. J'avais l'impression de vivre avec lui comme un frère ou comme un copain. Ils n'ont plus aucune intimité. On s'aime profondément, mais je suis fermée à toute marque de tendresse. Quand on s'est connus, c'était pas quelqu'un qui avait une libido très forte. Je me suis pas plus inquiété que ça, quoi. Je pense que c'est déjà une preuve d'amour que de faire voir que je vais pas la bousculer. Mais d'où viennent ces blocages qui les empêchent d'être épanouis? Quand vraiment j'ai pris conscience que j'étais enceinte, je me suis sentie à 2 et plus toute seule. Et bah, du coup, j'avais plus envie d'être à 3 dans le lit. Quel événement, la naissance de votre fille, a-t-elle fait renaître en vous? Une agression sexuelle quand j'étais enfant. Je pense que je lui fais subir en fait tout ce que j'ai gardé, toute la haine que j'ai. On continue de vivre notre vie. Il y a juste cette partie-là qui ne fonctionne plus. Bonjour à tous, merci de nous accueillir et merci à nos invités d'être présents sur ce plateau. Les invités que je reçois aujourd'hui sont en couple depuis plusieurs années, mariés, avec un ou plusieurs enfants. Aux yeux des personnes qui les entourent, ils forment un couple modèle. Et pourtant, si les sentiments sont encore là, une chose manque dans leur vie. Depuis 2, 8 ou même 10 ans, ils n'ont plus de relations sexuelles. Alors comment peut-on vivre et dormir dans le lit de celui ou celle qui fait battre son cœur sans s'en approcher plus intimement? Pourquoi le désir n'est plus là? Et comment comble-t-il ce manque? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de comprendre avec nos invités. Et restez bien avec nous jusqu'à la fin de l'émission pour notre rendez-vous L'Histoire continue. Nous retrouverons Michel, une invitée que vous aviez découverte lors d'une précédente émission et dont la force et le courage nous avaient marqué. Nous verrons ce qu'elle est devenue depuis son passage dans toute une histoire. Mais d'abord, ouvrons la première partie de notre émission, L'amour sans le faire. Et on salue Brigitte et Hubert. Bonjour à tous les deux. Bonjour. À 45 et 41 ans, vous êtes de jeunes mariés. Pourquoi avez-vous contacté la rédaction de Toute une histoire aujourd'hui? Eh bien, pour essayer de trouver des réponses, éventuellement avoir un déclic, et puis surtout en discuter tous les deux, puisqu'on ne l'a encore jamais fait jusqu'à aujourd'hui. Vous n'avez jamais parlé tous les deux de ce sujet qui nous réunit aujourd'hui? Non. Et c'est plus facile pour vous de venir sur un plateau de télévision devant des caméras? En fait, c'est moi qui ai un petit peu eu l'idée. Ouais. Et contre toute attente, il a immédiatement suivi. Ah. C'est comme ça. En tout cas, c'est courageux comme démarche. Vous êtes plutôt timide, non? Oui, non. Oui, non. Oui, une fausse timidité ou une assurance, une fausse assurance, je sais pas. Mais c'est vrai que venir sur le plateau, même moi, je me suis surpris. Ouais, donc ça veut dire que le sujet vous encombre vraiment, j'imagine, à l'un et à l'autre. Alors, vous êtes ensemble depuis 3 ans. Oui. Vous vous êtes mariés le 14 avril 2012. A priori, de jeunes mariés. Oui. Donc, a priori, on se dit, oh là là, ça doit être formidable. C'est la fête à la maison. C'est la fête à la maison. Or, quel problème bloque actuellement votre couple? La libido, complètement inexistante, pour moi en tous les cas. Depuis quand? Depuis que j'ai su que j'étais enceinte, puisque j'ai été enceinte à 44 ans. Au début, à quoi ressemblait votre vie sexuelle? Normal. C'est quoi normal? Normal. Si on devait faire une moyenne, ça serait 1 fois par semaine, quoi. En gros, si c'était une moyenne, quoi. Vous avez accouché d'un petit garçon à l'âge de 44 ans. Est-ce que cette grossesse était programmée? Ah non, ça pourrait être un miracle, c'est un miracle. Vous ne vous y attendez plus? Ah, plus du tout, depuis plus de 10 ans. D'accord. Donc c'était une joie, j'imagine. Grand bonheur, oui, oui. Grande surprise et grand bonheur, oui, tout à fait. Et quand est-ce que vos problèmes sexuels ont fait leurs premières apparitions?
Quand vraiment, enfin moi je pense que quand vraiment j'ai pris conscience que j'étais enceinte, vraiment, et que je me suis sentie à 2 et plus toute seule. Et bah, du coup, j'avais plus envie d'être à 3 dans le lit. Ah bon? Alors, attention, on ne faisait pas chambre à part. Hein. Ouais. Non, on a continué dans le même lit, mais oui, moi, il y a quelque chose qui s'est fait à ce moment-là où ça s'est vraiment, franchement, calmé, quoi. Vous aviez déjà un enfant? Oui, j'ai une fille de 20 ans. Le problème s'était posé déjà à l'époque? Absolument pas. Ça a été normal pendant la grossesse, après la grossesse. Est-ce que vous avez échangé tous les deux à ce moment-là? Sur ça? Ouais. C'est-à-dire que vous avez Non. senti qu'elle était réticente? Bah, je me suis pas posé de questions dans le sens où elle était enceinte. Il y a des femmes enceintes qui sont pas, enfin, qui ont une perte de libido entre guillemets. Donc je me suis pas plus inquiété que ça, quoi. Enfin, je ne m'inquiète pas non plus là maintenant. Non, ça m'a pas choqué. Ça. Puis même moi, je veux dire, même dans la enceinte, j'avais peur de faire du mal, de mal prendre et tout. Donc non, je ne me suis pas inquiété. Alors, juste, on va se tourner vers Frédéric à ce moment-là précis. Enceinte, c'est soit l'un, soit l'autre. Exactement. Soit on a une libido décuplée, soit plus du tout de libido. Et puis en face, il peut y avoir un homme aussi qui a du désir pour sa femme enceinte, ou alors pas du tout, parce qu'effectivement, comme vous, visiblement, il y a la peur de faire mal au bébé. Alors, est-ce que vous pouvez parler de ça? Parce qu'il paraît que ça n'a rien à voir. Rien à voir. Donc, rien du ça, tout. Si on peut faire l'amour jusqu'au terme sans que ça sans faire mal au bébé. Exactement. Ouais, il y a des gens qui le croient encore, ça. Oui, tout à fait. Donc c'est ce que vous pensiez, vous? Oui, enfin, même en sachant qu'il n'y avait aucun risque, c'est quand même le ventre et tout, les positions. Non, c'était pas le moment, quoi. Donc ça ne vous a pas paru anormal. Est-ce qu'après son accouchement, votre accouchement, est-ce que tout est rentré dans l'ordre? Ah non, pas du tout. Non. Le retour de couche, enfin, j'ai eu une période difficile où j'ai essayé d'allaiter mon fils et ça a été très compliqué pendant plus d'1 mois jusqu'à ce que j'abandonne l'allaitement. Et donc déjà physiquement, il était hors de question de me toucher ou quoi que ce soit parce que déjà physiquement, j'étais abîmée. Et quand c'est revenu à la normale, quand j'ai décidé d'arrêter d'allaiter mon fils, ça n'a pas redémarré pour autant. Non, c'est resté tel quel et même peut-être voire pire. Peut-être. Là, autant j'avais l'excuse peut-être d'être enceinte avant, autant là, je ne trouvais pas vraiment d'excuse et pourtant, je ne trouvais pas pourquoi ça ne redémarrait pas. Alors là, vous en avez parlé? Pas du tout. Là, vous exprimiez, vous, votre désir? Je lui ai déjà dit que... Enfin, je lui montre régulièrement que je l'aime, j'aime son corps, sur le ton de l'humour, ou même naturellement. Ça, je pense que... Vous le ressentez? Ah oui, ça, il me le montre tous les jours. Enfin, c'est entre me dire tout le temps je t'aime et me faire en effet sur l'humour, qu'il a envie de moi et tout. Ça, oui, il sait me le montrer. Comment vous le recevez, ça? Je le reçois avec un mouvement de recul au sens figuré. Je ne me recule pas dans le sens où quand il vient me prendre dans ses bras, je le repousse. Je prends dans les bras, mais il y a une très grosse réserve. Est-ce que vous avez réussi à avoir un rapport sexuel depuis que cet enfant est né? Oui. Les jours de fête. Quoi? Une fois? Ouais, non, ça a été Noël, parce que c'était Noël, quoi. Ah, le jour de Noël. Vous savez, Noël, c'est une fois... Enfin, l'amour, c'est bien, mais Noël, c'est une fois par an. Et puis, c'est peut-être revenu après, peut-être pour notre premier anniversaire de mariage. Oui, ça va être à peu près ça, oui. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe ces jours-là? Vous vous sentez... Peut-être que je me sens plus... peut-être que je me sens plus détendue, mais en effet, peut-être que je me dis, il y a peut-être au moins le droit ce jour-là. Ah oui, ça vous pensez à lui. Est-ce que vous culpabilisez? Ah, moi, complètement, oui. Ouais. Oui, moi, ça me travaille énormément. Ça me travaille énormément et que je pense qu'il en souffre, même si c'est quelqu'un qui prend les choses avec beaucoup de philosophie, avec beaucoup d'humour, de patience. Est-ce que vous en souffrez? Je ne vais pas dire non, mais oui, je suis patient. Je pense qu'il faut précipiter les choses, ça n'arrangera rien. Je l'aime. Je
pense que c'est déjà une preuve d'amour que de faire voir que je ne vais pas la bousculer. Maintenant, il y a des moments, elle me le dit, qu'elle est... bon, bah là, va faire une rééducation pyrénéenne, tout ça, suite à l'accouchement. Et ça fait combien de temps que vous avez accouché? 15 mois. Bon, là, normalement, tout est rentré dans l'ordre quand même. Non? Non. Ah bon? Enfin, je veux dire, physiquement, ça va? Le périnée? Non, je ne l'ai pas rééduqué encore. Ah bon? Toujours pas. Et pourquoi? Bah, je sais pas, je prends pas le temps. Je prends pas le temps alors que je le sais. Mon docteur me dit tout le temps, faites-le, faites-le. Et je sais que peut-être que s'il y avait ce côté physique qui était en parfaite fonctionnalité, ça irait peut-être mieux. Je sais pas, ou alors peut-être que je me cherche des excuses. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont changé dans votre relation? Est-ce que ce blocage engendre des changements entre vous ou pas? Non. Enfin, moi, Non. Ah, c'est sûr qu'on fait plus l'humour que l'amour en soi. Comment? On fait plus l'humour que l'amour. Ça, Mais il oui, paraît qu'il faut les deux dans un couple. Ça, on le pratique fortement. Donc, Heureusement, je crois que c'est ce qui nous sauve. Je crois que c'est ce qui nous sauve, c'est qu'on pratique beaucoup l'humour. Et c'est vraiment quelque chose, une notion qu'on partage beaucoup tous les deux. Donc, non, il y a de la complicité. Bon, il y a beaucoup de complicité, d'humour. Voilà, et comment vous analysez, vous, ce blocage? Qu'est-ce que vous vous dites? Alors, est-ce que je suis l'éternelle question? Est-ce que je suis plus mère que épouse parce que j'ai un petit qui, entre guillemets, me prend beaucoup de temps? Est-ce que c'est parce que c'est une grossesse tellement miracle que je donne toute mon attention? En tous les cas, c'est pas un manque d'amour, même si je lui dis quasiment jamais, parce que je suis pas du tout expansive et que je suis pas des je t'aime à tout va. Mais je l'aime profondément. Je les donne pour deux, moi. Mais non, j'ai pas de réponse à ça. Bon, alors Frédéric, pour commencer, est-ce fréquent de ne plus faire l'amour quand on est en couple? C'est très fréquent. La baisse du désir, c'est un des troubles majeurs sexuels du couple. Au bout de combien de temps? Ça arrive très fréquemment après la naissance d'un enfant, mais pas uniquement. Et le problème, c'est que c'est un grand tabou dans le couple. Et c'est un des objets principaux de consultation. C'est-à-dire que moi, il y a la moitié des couples qui viennent me voir pour une baisse, un trouble du désir, une baisse du désir dans le couple. Et c'est un sujet dont les couples ont beaucoup de mal à parler entre eux. Qui prend l'initiative en général de ces visites chez vous? Celui qui souffre de frustration sexuelle. Donc à un moment donné, la frustration est telle qu'il éprouve le besoin de trouver des solutions. Et comme l'autre vit de la culpabilité, la démarche peut être enclenchée. Et ça ne vous étonne pas que nos invités aient plus de facilité à venir en parler sur un plateau de télévision que dans l'intimité de leur couple? Ça montre vraiment la difficulté d'en parler à deux. Et là, pourquoi c'est difficile d'en parler? On a peur de faire souffrir l'autre? Ça reste un sujet tabou. C'est le paradoxe, c'est-à-dire qu'on est dans une société hyper sexualisée où les modèles sont quelque part terrifiants. Il y a des modèles d'hommes qui assurent toujours ou des femmes qui sont toujours disponibles sexuellement. Et c'est pas la réalité. Et ces modèles-là font que du coup, c'est difficile de parler de sexualité avec ses difficultés, avec ses blocages, avec la réalité de ce qu'est la sexualité dans le couple, qui n'est pas toujours folichon. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui est folichonne. Oui. Pourquoi l'arrivée d'un bébé perturbe en général la sexualité dans un couple? Alors, il peut y avoir plusieurs choses. D'une part, il peut y avoir une baisse du désir chez l'homme, qui est due au fait qu'il a du mal à voir sa femme du coup comme une femme et il ne la voit plus que comme une mère. Il peut y avoir aussi une baisse du désir chez la femme qui s'explique à la fois par le fait qu'elle a du mal à trouver son corps désirable. Donc une femme, pour se sentir désirée et pour être disponible pour faire l'amour, a besoin de se sentir désirable. Donc quand on vient d'accoucher, on a du mal avec le corps qu'on a, on a du mal à perdre ses kilos. Parfois aussi. Oui, tout à fait. Et du coup, c'est compliqué de se remettre dans la posture de la sexualité. Et il y a aussi, et je pense que c'est le cas de Brigitte, des femmes qui sont tellement comblées par la maternité. On appelle ça en psychanalyse, on appelle ça les enfants phallus. C'est-à-dire que l'enfant vient vraiment combler un désir, c'est une complétude. Vous l'avez dit d'ailleurs, dès que vous avez été enceinte,
Vous étiez deux, vous étiez pleine, comblée, dans une plénitude liée à cette grossesse et au fait aussi que l'enfant soit là. Et c'est plus fréquent quand ce sont des garçons. C'est le cas? Ah bah, ce coup-là, on a assuré parce qu'elle voulait un garçon blond et moi, j'avais rajouté l'option aux yeux bleus. Voilà. C'est un garçon, il est blond, il a les yeux bleus. C'est ça. Donc elle est pleinement comblée par cette Le fait aussi maternité. peut-être qu'en plus, c'est une grossesse qui était tellement inattendue C'est ça. et que j'ai tellement toujours espéré. J'ai toujours voulu un deuxième et on m'a toujours dit que j'en aurais. Que du coup, quand ça m'est tombé dessus, c'était incroyable pour moi, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent conduire à un manque de libido dans un couple? Plein, parce qu'en fait, le premier organe sexuel, c'est le cerveau. Donc tout ce qui peut perturber l'équilibre psychique vient perturber la libido. Que ce soit la dépression, que ce soit le stress, que ce soit des préoccupations aussi qu'on n'arrive pas à régler. Ça peut être le chômage, ça peut être une maladie. Toutes ces préoccupations qui ne rendent pas disponible à la sexualité et à quelque part l'insouciance et la légèreté que requiert la disposition à la sexualité. Donc tous ces facteurs peuvent venir perturber la libido. Et je veux préciser aussi que la libido, ce n'est pas seulement la pulsion sexuelle. La libido, c'est la pulsion de vie en général. C'est-à-dire que la libido, on peut ne plus avoir de libido, mais on ne peut ne plus avoir de désir du tout. Et c'est pour ça que souvent, le manque de libido et le manque de pulsion sexuelle est associé à une forme de dépression, parce qu'il manque l'élan de vie, il manque le désir vital. Et c'est souvent associé. Patricia, bonjour. Alors vous, Patricia, vous avez choisi de témoigner anonymement pour protéger votre mari. Quel problème pèse dans votre couple actuellement? Eh bien, depuis environ 7 à 8 ans, nous n'avons plus de rapport sexuel du tout. Pour quelle raison? Je pense que mon mari, déjà, quand on s'est connus, ce n'était pas quelqu'un qui avait une libido très forte. Et bon, je pense qu'au fil des années, ça s'est complètement Il y a arrêté, une grosse différence d'âge entre vous? Ah non, pas du tout. Nous sommes de la même année. Alors pour mieux comprendre comment vous en êtes arrivés là, tous les deux, on va remonter le fil du temps. Vous vous êtes rencontrés comment? On s'est rencontrés, on est danseurs et on s'est rencontrés à la danse, voilà, dans un club. On partageait cette passion, c'était quand même beaucoup, et puis d'autres, parce qu'on avait beaucoup de goûts en commun. Ceci dit, au bout de quelques temps, je me suis aperçue qu'effectivement, c'était pas les rapports sexuels. Chez lui, c'était pas primordial, on dirait. C'était genre combien de fois par semaine? On faisait ça 2-3 fois par semaine à l'époque. Oh, bah dites, c'est pas mal quand même. 6 ans, quand même, on était jeunes. 2-3 fois par semaine? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Le rêve. Bah, c'est vrai que c'est jeune. Quand on est jeune. À cet âge-là, j'aurais pensé qu'on aurait fait ça, disons, presque Bah, tous peut-être que vous êtes très gourmande aussi. J'étais peut-être à l'époque un peu plus gourmande. Ceci dit, la vie a fait qu'on avait pas mal de problèmes. Moi, j'ai un fils, lui, il n'a pas d'enfant. Nous n'avons pas eu d'enfant ensemble. On a eu beaucoup de soucis. Donc, le problème sexuel, disons, est passé C'est peut-être parce que vous aviez beaucoup de soucis qu'il n'avait pas forcément de libido. Oui, mais enfin, au départ, c'était pas ça. Et je m'en suis aperçue quand même assez rapidement. Et vous faisiez ce qu'il faut J'essayais, disons, vous savez, on est d'une génération portant... qui a, soi-disant, évolué au niveau de la sexualité. Mais bon, les 68 arts, je dirais, on n'aime pas trop en parler. On a été un petit peu bloqué par nos parents. On a une éducation un petit peu restrictive, je dirais, sur ce point-là. Et c'est vrai qu'on a du mal à communiquer. Et mon mari n'est pas du tout quelqu'un qui communique. Il n'est pas démonstratif du tout. Et c'est moi qui allais beaucoup vers lui, effectivement. Et puis vous vous êtes lassée d'aller vers lui? Le problème, c'est qu'au fil des années, ça s'étiolait. Et puis, à force, j'ai fini par me lasser, effectivement. Et puis me dire que, j'en avais un peu marre de faire les premiers pas. Donc, et ça de veut ne dire... pas communiquer là-dessus, en plus. Vous avez cherché à lui en parler? En fait, pour en parler, je lui écrivais des lettres.
à chaque anniversaire ou à chaque événement, ben, je faisais une petite lettre pour lui dire ce que j'avais envie, ce que je voulais. Et on en discutait un petit peu. Vous exprimiez quoi dans cette lettre? Bah justement, le mal-être que j'avais, ce qui me faisait quand même un peu souffrir, le fait de ne pas avoir, même pas seulement la sexualité, mais aussi tout ce qui entoure la sexualité. De ne pas vous sentir désirée. Voilà, un peu, et puis de ne pas avoir l'affection que je souhaitais. Et alors, qu'est-ce qu'il répondait à ces lettres? Alors, on en discutait, parce que quand il voyait la lettre, après il venait me voir, effectivement, on discutait, puis... il disait mais non, il disait qu'il m'aimait, qu'il ne comprenait pas, que tout allait bien pour lui, qu'effectivement, il n'était pas très sexuel, mais qu'il y avait tellement d'autres choses autour de nous, je dirais, que pour lui, c'était pas... Alors, il comprenait quand même que ça me faisait un petit peu souffrir et que j'en avais besoin. Est-ce que vous l'avez soupçonné d'aller voir ailleurs? Pas du tout. Pas du tout. Je sais que mon mari, c'est quelqu'un qui n'est... Bon, il est l'homme d'une femme, mais je ne pense pas qu'il ait des envies de voir ailleurs. Non. Comment on peut en être sûr de ça? Disons que je lui fais énormément confiance là-dessus. Voilà. Est-ce que parfois, vous avez songé à le quitter? Ça m'est, je ne peux pas dire, ça m'est effectivement passé par la tête et j'ai été même... très très dur avec lui lors d'une lettre il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus, en lui faisant en lui faisant part de mes intentions éventuelles, si on n'avait pas plus de vie intime, parce qu'en fait, je lui disais j'avais l'impression de vivre avec lui comme un frère ou comme un copain. Alors là, ça l'a fait réagir oralement. Hein. Donc, il me disait, mais non, c'est pas possible, regarde tout ce qu'on partage. Et c'est vrai qu'on partage beaucoup de choses, mais ça ne me suffisait pas, quelque part. Est-ce que pour combler cette frustration, il vous est arrivé d'aller voir ailleurs? Non, pas vraiment. Ça veut dire quoi, pas vraiment? Non, parce que non, c'est pas dans mes... Moi, je voulais faire les choses avec mon mari, je voulais vraiment... je pense que j'ai des sentiments pour lui. Ça vous a traversé l'esprit? Ça m'a traversé l'esprit, effectivement. Je lui ai dit plusieurs fois, t'as de la chance parce que je suis pas quelqu'un qui cavale, entre guillemets. Et donc, non, j'ai jamais eu cette attention, en fait. J'ai essayé plusieurs fois de voir une psychologue ou un psychologue de couple. C'est pas son truc. Il me dit que ça servirait à rien, que ça changerait rien. Oui, c'est assez masculin. Et puis, de fil en aiguille, à force, je cherchais des réponses et puis peut-être des solutions. Et puis, en voyant toute une histoire et le thème qui était proposé aujourd'hui, j'ai dit pourquoi pas, c'est peut-être aujourd'hui, voilà, j'en parle, alors que c'est très difficile d'en parler, même à des proches, même à sa famille, c'est pas des choses dont on parle beaucoup, et puis même les gens ne vous comprennent pas, en fait, ne comprennent pas la souffrance que vous avez. Bien sûr. Donc, bon, alors, est-ce que c'est une solution? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous disiez? C'est toujours plus facile de parler à des inconnus. Moi, c'est pareil. Pourquoi j'en parle là, devant le public, à la télé, que c'est regardé par plein de monde, et que je n'arrive pas à en parler à mon mari, et que je... Alors, madame dit c'est purement masculin, psychologue, sexologue, c'est moi qui ne veux pas aller chez le sexologue. Là, dans ce cas-là... comme quoi ce n'est pas masculin, ou alors je suis mariée à une exception. Pourquoi vous ne voulez pas? Pour moi, d'aller voir un sexologue, j'ai rien contre les sexologues et tout ça, mais d'aller voir un sexologue donnerait une connotation médicale à notre problème. Et pour moi, il n'est pas médical. Il est psychologique. J'imagine que le sexologue, il y a beaucoup de psychologique dans les problématiques sexuelles. Je préfère, j'ai entamé une psychothérapie chez un psychiatre, mais pas chez un sexologue. Pourtant, Fred a dit que le cerveau était le premier organe sexuel. Oui. Et vous pouvez aller voir... Même chez les hommes. Si, bien sûr. Pourquoi vous dites? Bien sûr, pourquoi pas chez les hommes? Bien sûr, leur cerveau est moins développé, on le sait, mais... Pourtant, il a l'air de bien fonctionner, votre cerveau, à tous les deux. Vous avez l'air d'avoir une bonne complicité. Ah oui, tout à fait, oui. Oui.
Mais c'est vrai que la sexologue, moi, j'arrive pas à passer le pas. J'ai passé le pas, là, il y a une semaine, d'ailleurs, C'est où bien. j'ai commencé chez un psychiatre. Ah, je croyais à... Mais pas le sexologue. Mais pas forcément un sexologue, Je n'y arrive mais pas. peut-être pas Pourtant, forcément besoin des mon sexologues. docteur me l'a souvent conseillé. Mais juste un thérapeute de couple, mais y aller tous les deux, pas vous tout seul. Voilà, c'est ça qui me dérange pour l'instant. Eh J'arrive pas à passer le cap de faire quelque chose à deux dans ce domaine-là. Je crois que je préfère Pourtant, voir... normalement, ça se fait à deux dans ce domaine-là. Voilà. Même au-delà, non. Pour moi, d'abord, je pense. Est-ce que vous êtes prête à quoi pour lui plaire à votre mari? Ou vous faites quoi pour lui plaire? En général, je suis quelqu'un qui fait attention à moi. J'ai 60 ans, on me dit souvent que je ne les fais pas. C'est plaisant, mon mari aussi. Moi, j'ai toujours essayé de faire attention à mon physique. Je suis assez sportive, je fais beaucoup de danse. Donc, je ne pense pas que ce soit à ce niveau-là qu'il y a un problème. Parce que lui-même est conscient que je fais des efforts et qu'il l'apprécie. Alors, Frédéric, juste un avis? La difficulté dans votre cas, c'est qu'il n'y a pas de dialogue. Et qu'un des moyens de débloquer la sexualité dans le couple, c'est de dialoguer. Il n'y en a pas 50 000. Il peut y avoir parfois des problèmes physiologiques, mais la plupart du cas, les problèmes psychologiques sont débloqués en entamant le dialogue. Et là, il n'entend pas votre souffrance, il la banalise. Et c'est souvent ce que j'entends dans mon cabinet, c'est qu'il y en a un qui dit « Oui, mais enfin, tu ne vas pas remettre en cause le couple pour ça, avec tout ce qu'on partage. Voilà, » oui, ok, c'est vrai, on partage beaucoup de choses, mais il y a une souffrance, il y a une frustration qui doit être entendue. Et dans votre cas, elle n'est pas entendue. Donc, si cette souffrance n'est pas entendue, vous allez continuer de souffrir et il va continuer à tracer son chemin sans tenir compte de ce que vous vivez. Alors, je ne voudrais pas insinuer des doutes, oui, je ne sais pas si on dit insinuer, mais je ne voudrais pas créer des doutes dans votre esprit, mais est-ce que... Parce qu'on entend toujours dire des femmes, oh, ben non, mon mari, il n'irait jamais voir ailleurs, c'est l'homme d'une seule femme, et tout, c'est-à-dire qu'on se persuade de trucs comme ça, et puis parfois on tombe des nues, parce qu'on se dit, bah, peut-être qu'il n'a pas envie, parce qu'il a quelqu'un d'autre en tête. Ça arrive, et jamais on l'aurait soupçonné. Dans le témoignage... Voilà. Pardon, hein, je ne dis pas que c'est votre cas, mais souvent ça peut... À la limite, pourquoi pas, ça aurait peut-être été mieux, moi, je pense. Dans le témoignage de Patricia, ce qui me fait dire le contraire, ce qui me fait penser le contraire, c'est qu'il n'a jamais été vraiment très intéressé par la sexualité. Donc, du coup, vous dites que vous avez traversé beaucoup de difficultés ensemble. Donc, effectivement, lui, sa libido a pu s'épuiser, a pu s'éteindre, a pu s'endormir pour faire face à tout ce que vous avez traversé ensemble. Donc, voilà, je pense que l'explication vient plutôt de là et que lui, il a moins besoin que vous et il aimerait bien que vous fassiez comme lui, c'est-à-dire ne plus avoir de libido. Sauf que ça, c'est pas possible. Hein, on est deux dans un couple et c'est important qu'il entende votre souffrance. Donc, aller voir quelqu'un ensemble, c'est le moyen de renouer le dialogue et d'être entendu. Ça fait des années que je lui en parle, mais là, il est assez fermé là-dessus. Moi, je suis allée voir des psys souvent, pour moi, parce que je pensais que tout venait de moi, en fait. Et puis, à force, je me suis dit, non, il ne peut pas y avoir que moi. C'est là ce qui est terrible, en plus, c'est que dans ce genre de situation souffrante, comme vous diriez, Frédéric, ça se traduit souvent par une culpabilité. On se dit, je ne lui plais pas, je ne suis pas aimable, je ne suis pas désirable. Ça peut aussi renvoyer une image très négative de soi, hein, dans la femme comme dans l'homme. Quand on n'est pas désiré, on se sent, on se dégrade, on se sent moins que rien parce que l'autre ne nous accorde pas ça. Et en plus, souvent, il y a de la culpabilisation de la part de l'autre qui dit, mais c'est toi qui es obsédé, c'est toi qui penses tout le temps, c'est pas le problème, on est bien quand même ensemble. Donc, c'est comme si la personne voulait mettre le couvercle parce qu'elle ne veut pas aborder ce sujet, elle ne veut pas se confronter à sa propre difficulté, à son propre blocage. Je peux poser une question? Parce que vous dites qu'il n'y a pas de dialogue, qu'il n'entend pas en tous les cas sa souffrance. Oui. Mais quelque part, même si c'est sous l'anonymat, il sait qu'elle est là, à cette émission. Ça n'a pas ouvert quelque chose, ça n'a pas engendré un dialogue. Quelle a été sa réaction quand vous lui avez dit que vous alliez participer à cette émission? Ça a été très, très difficile. Ça a forcément engendré quelque chose. Et puis bon, on a essayé un petit peu... je vous avouerai qu'au départ, je lui ai fait un mail pour lui expliquer. Ah. Ouais. Et puis bon, on a réussi à en discuter. Lui, il ne voulait pas croire que ça changerait quoi que ce soit, que je vienne à l'émission. Et puis bon, en insistant un petit peu, bon,
Il va la regarder, Il a quand vous même croyez accepté. Ça Il va la montre à quel regarder point c'est difficile pour vous. J'espère. Il est dans les coulisses? Il est dans les coulisses. Ah bon, il est dans les coulisses? Il est dans les coulisses. Il est loin? Non, non, il n'est pas loin. Il est dans le public? Ah non, il n'est pas dans le public. Non, Il ne est voulait parti, pas. là. Non, bon. Séverine, comment vous réagissez au témoignage de Patricia? C'est un témoignage qui me touche beaucoup parce que moi, ça fait 9 ans que je n'ai pratiquement plus de rapport avec mon conjoint. On s'aime profondément, mais je suis fermée à toute marque de tendresse, Voilà, Qu'est-ce qui s'est passé il y a 9 ans? Une belle chose, une belle aventure. On a eu une petite fille qui a 9 ans maintenant. Et bon, l'accouchement a été difficile. Suite à l'accouchement, j'ai eu une épisiotomie. C'était la première? Oui. Et l'épisiotomie s'est ouverte de nouveau. Donc ça a quand même pas mal espacé le temps. Et puis je pense que j'étais, comme madame, parfaitement comblée par mon enfant. Avant la grossesse, comment ça se passait entre vous? Formidable. On était en osmose parfaite. Alors, ça veut dire quoi, formidable? Formidable, ça pouvait être plusieurs fois par semaine, ça pouvait, il nous est arrivé de même, bon, 1 ou 2 fois dans une journée, c'est pas non plus extraordinaire, mais c'est chouette quand on partage ça ensemble, qu'on a l'envie ensemble, je trouve que, pardon, c'est important, c'est primordial. Donc, vous souffrez vraiment de cette situation, on l'entend en tout cas. Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quel événement, la naissance de votre fille, a-t-elle fait renaître en vous? Une agression sexuelle quand j'étais enfant. À quel âge? Un petit peu plus de 7 ans. Donc j'ai... Excusez-moi. Dans le cadre de votre famille? Non. On habitait à l'étranger, on avait la chance d'avoir des gens de maison et c'est une de ces personnes qui a agi. Vous en avez parlé à l'époque? Non. Vous avez gardé ça combien d'années pour vous? Des années. J'en ai parlé qu'à mon conjoint, en fait. Il n'y a qu'à lui que j'ai pu en parler parce que je sentais qu'il m'aimait pour ce que j'étais, que j'avais confiance en lui. Et je savais qu'il fallait que je lui en parle parce que de toute façon, on ne cache pas ça, l'homme qu'on aime. Donc, Et vous lui en avez parlé avant l'arrivée des troubles sexuels? Oui. Oui, j'en ai parlé bien avant. Et donc c'est remonté à ce moment-là, tout ça? Oui. J'avais fait une thérapie pendant 3 mois qui m'a fait un bien énorme, qui m'a permis d'accepter ce qui m'était arrivé. À quel moment vous l'avez faite, la thérapie? Au moment où vous en avez parlé à votre conjoint? Non, je l'ai faite quelques mois après la naissance d'Amy. D'accord. Voilà, parce que tout remontait, j'avais l'impression de... Mais je prenais ma fille dans les bras, je pleurais, je me suis un petit peu revue, moi, enfant. Et beaucoup de choses sont montées à ce moment-là, sont remontées. Est-ce que vous éprouvez un manque? Non. Rien du tout? Non. Mais une souffrance? Oui, une souffrance parce que je l'aime profondément. On a vécu des moments formidables à ce niveau-là, on était vraiment heureux. Et au jour d'aujourd'hui, il est tout seul. Parce que moi, je ne peux pas l'aider. Je ne peux pas lui apporter ce qu'il me demande. Vous en parlez tous les deux? Ah oui, on en parle beaucoup. On en parle beaucoup parce que ce n'est pas quelque chose qui est tabou, puisqu'il sait ce qui s'est passé et qu'on a eu une vie sexuelle tout à fait épanouie avant. Donc, on a toujours communiqué tous les deux. Donc, il n'y avait pas de raison qu'on n'en parle pas. Est-ce qu'il manifeste sa tendresse pour vous, Oui. et son désir de vous? Oui, tous les jours. Comment vous l'appréhendez, ça? Ouais. Mal. En fait, c'est pas forcément facile à comprendre parce qu'on se dit c'est un homme formidable qui est très câlin, qui est très tendre, qui fait des compliments tout le temps. Et moi, je vois ça comme... Du harcèlement? Ouais. C'est... Bah, vous voudriez changer, Voilà. vous? Bah oui. Mais les souffrances, de toute façon, quelle que soit C'est l'histoire, terrible. je pense qu'elles sont, différentes, mais tout autant douloureuses. Oui. Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce que vraiment, je veux me sortir de cette situation. Est-ce que vous avez consulté tous les deux un psychothérapeute de couple? Non. Pourquoi? On en a parlé. J'ai pas encore
fait cette démarche parce que c'est de ma faute. C'est moi. Ça vient de moi, ça ne vient pas de lui. Donc, je n'ai pas envie de le... Bah oui, mais enfin, il s'agit de votre couple. Vous êtes tous les deux dans votre couple. Oui, mais c'est sa faute. Moi aussi, c'est ce que je me dis. C'est votre faute. J'ai pas envie de l'emmener dans une psychothérapie de couple et tout ça parce que c'est ma faute, c'est moi. Mais c'est votre couple. Oui, on mais est j'ai deux envie de dans un savoir couple. d'abord seul pourquoi, le pourquoi du comment. Je pense que c'est ça. On a du mal à se dire, on l'emmène déjà dans cette galère. On n'a pas envie, en plus, de rajouter la psychothérapie. On veut essayer déjà de comprendre ce qui se passe en soi. Oui. Alors, comment vous réagissez, Frédéric, à ça? C'est ça. Moi, je pense que ça, c'est un mécanisme de défense. Oui. Ah oui, complètement. Bah, oui, moi, me connaissant, oui. Parce que la sexualité, c'est quelque chose qu'on fait à deux. Oui, ça concerne l'homme et la femme que l'on est. Et je pense que vous vous mettez cette barrière-là parce que vous n'êtes peut-être pas prête, vous, à évoluer par rapport à ça et peut-être à entendre ce qu'il y a à entendre de la part de votre conjoint. Et du coup, vous mettez cette barrière en vous disant non, c'est mon problème, c'est à moi de le régler. Sauf que c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que ce problème-là, c'est un problème aussi relationnel. Et le blocage que vous avez, il est relationnel. Et dans votre cas aussi. Et dans votre cas, c'est accentué par le fait que vous avez été abusé et que peut-être vous êtes responsabilisé de cet abus. Et du coup, là, vous prenez aussi toute la responsabilité sur le dos du blocage sexuel. Alors qu'à mon avis, il y a vraiment autre chose. Vous avez dit, je ne veux rien prendre de tendresse, comme si vous ne méritiez pas la tendresse, comme si vous n'aviez pas droit au plaisir, pas droit à ça. Et peut-être, je ne sais pas, j'entends ça, vous allez me dire si c'est le cas ou pas, il y a un endroit où vous en voulez à votre conjoint. Je ne sais pas de quoi, mais quand je vous écoute, j'ai ce sentiment-là. C'est très contradictoire ce que je vais vous dire parce que jusqu'au jour, je n'ai pas eu 50 hommes dans ma vie. J'en ai eu 3 qui ont compté. Tony, c'est le 3e. Et tous les jours, c'est des preuves d'amour, effectivement. Et de ce fait-là, je ne sais pas pourquoi je fonctionne comme ça. Je pense que je lui fais subir en fait tout ce que j'ai gardé, toute la haine que j'ai. Vous lui faites payer. Voilà, parce qu'il m'aime. Et on est méchant qu'avec ceux qu'on aime. Enfin, qui nous aiment, parce qu'on se dit qu'ils vont rester. Est-ce que vous avez été habitué à aller plutôt vers des hommes qui jusque-là vous ont fait souffrir? Toujours. Mais du coup, vous restez dans la petite fille qui est, à vos yeux, la méchante petite fille voilà. Qui a mal fait. Avec lui essaye de me mettre en position de femme. Et bon, après, il y a des petites choses aussi qui rentrent en ligne de compte. Pendant la grossesse, c'était extraordinaire parce que j'ai pris 23 kilos. Et pour la première fois de ma vie, je me suis sentie femme. Avec des formes, enfin voilà, je me sentais femme réellement parce que je suis un petit bout de bonne femme, mais avec pas trop de forme. Donc effectivement, il y a ce côté enfantin qui est resté de ce fait-là. En fait, vous interdisez d'être femme. Oui, je pense. Donc vos blessures d'enfant ont encore un impact aujourd'hui dans votre relation. Donc effectivement, il y a ce travail à faire, vous, personnellement, pour guérir ces blessures-là et puis pour vous autoriser le plaisir, vous autoriser à être la femme que vous avez envie d'être. Mais il y a aussi un travail à faire en couple dans le sens où vous, comme vous avez été abusé, l'abus sexuel, c'est quoi? C'est un envahissement du territoire physique et psychique. Et quelque part, votre conjoint, il reproduit ça avec son amour, avec ses preuves d'amour. Et c'est comme si vous reculiez de plus en plus et que ça, si ça ne s'arrête pas, vous ne pourrez pas rétablir un équilibre dans la relation. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas conseiller à son mari d'être un peu plus distant? Oui, de prendre du recul, de vous laisser aussi faire la démarche, de faire les pas vers lui. Parce que la relation, c'est comme un pont. On est chacun à un endroit du pont et on se rejoint. S'il y en a un qui fait toujours ça, j'ai pas d'espace pour désirer, j'ai pas d'espace pour manifester ce dont j'ai besoin vis-à-vis de l'autre. Est-ce que vous vous disputez? Est-ce que ça débouche sur des conflits, tout ça? Oui, énormément de disputes. À cause de ça? Oui. Qu'est-ce qu'il vous dit? Mais c'est pas forcément ce qu'il me dit. En fait,
Il me reproche le fait d'être nerveuse, agressive, parce que quand il nous arrive de faire un câlin... Parce qu'il vous arrive de céder de temps en temps à ses avances? Oui, je le fais pour lui, parce qu'il ne mérite pas, quoi. Comment vous le vivez quand vous le faites? J'ai pas d'envie du tout. Il le sait tout ça, hein. Je lui ai jamais menti, je me cache pas, je fais pas semblant. Il le sait, donc il vient avec sa façon à lui, très doucement, très tendrement. Moi, à ce moment-là, je mets un masque. C'est difficile à dire. Je me sens sale. D'être? Je me sens sale. Enfin, d'être comme ça, allongée en position, Excusez-moi. Bon, en tout cas, franchement, Séverine, moi, je suis admirative de votre courage, là, aujourd'hui, que vous acceptiez de venir nous voir. Je m'épate aussi un peu. Comment? Je m'épate un peu, mais je suis là pour ça. Et je suis venue comme je suis pour justement aller jusqu'au bout de ma démarche. Parce que c'est une magnifique preuve d'amour à son égard. Mais lui aussi, il m'aime beaucoup. Alors, Frédéric, comment on peut... parce que vous vous culpabilisez, vous vous sentez sale, vous dites. Comment on peut interpréter ça? C'est en lien avec ce que Séverine a vécu enfant. Oui, surtout qu'elle le fait pour lui. Donc, du coup, elle n'est pas connectée à son désir à elle. Donc, ça ne peut, en termes de mémoire émotionnelle, que la relier à cet abus. Même s'il est très prévenant, même s'il est très gentil, même s'il est très doux, c'est votre attitude à vous, là-dedans, qui est en cause. Donc vraiment, c'est bien que vous fassiez ce travail pour guérir ces blessures-là, parce qu'elles ont un impact dans votre vie de femme aujourd'hui. Elles vous empêchent d'être pleinement femme. Elles ont un impact sur mon quotidien. Sur mon quotidien, parce que de fait que j'ai plus d'envie, j'ai plus d'envie pour rien. Mais oui. C'est exactement ça. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Voilà. La libido, c'est pas seulement, c'est la pulsion de vie. Voilà. Il y a quelque chose dans cet abus qui a abîmé votre pulsion de vie. Et moi qui n'ai plus de libido, ça me fait la même chose. Virginie. Bonjour Virginie. Pourquoi êtes-vous assise face à nos autres invités? Excusez-moi, je ne vous ai pas entendu. Pourquoi êtes-vous assise face à nos autres invités? Alors, peut-être pour leur donner un petit conseil, pour pas que ça finisse comme moi, ça a fini. Déjà. Puis il y a un besoin aussi d'en parler. Parce que, bon, ça fait longtemps, hein, ça va faire 6 ans que je l'ai quitté, mais j'en ai pas parlé à un grand nombre de personnes. Pourquoi je l'avais quitté. Alors, quel conseil vous leur donneriez avant de remonter aux sources de votre histoire? Alors déjà, essayer de tout faire pour que l'autre revienne. Je sais, moi j'ai essayé, les sex shops, petit dîner romantique, essayer de retrouver la flamme qu'on avait tous au début. Cette flamme qui nous a dit on va faire des enfants ensemble, on va ou finir notre vie ensemble. Voilà, déjà un premier conseil. Et penser à soi. Les femmes, celles qui viennent d'accoucher, on ne pense pas assez à nous. On ne s'autorise pas des sorties, on ne fait plus rien en fait. Bon, alors à quel âge l'avez-vous rencontré, cet homme-là dont vous nous parlez? 19 ans. Oui. Ça a été l'amour fou? Oui. Le grand amour. Je pensais finir mes jours avec lui. Quel comportement avait votre conjoint à ce moment-là, au début de votre histoire? Ça allait, mais... ça veut dire quoi, ça allait? On avait une relation sexuelle épanouie. Je pense. Et je suis tombée rapidement enceinte. Donc voilà. À partir de ce moment-là, il n'a plus voulu me toucher. Alors que vous aviez encore du désir pour lui pendant votre grossesse? Oui. Et là, il ne vous a plus touché? Il m'a plus touché. Il ne voulait pas. Comme monsieur, il pensait faire mal au bébé. Alors mon gynécologue de l'époque lui avait dit qu'il ne pouvait pas faire de mal au bébé. Mais pour lui, c'était hors des questions. J'allais devenir maman, donc voilà. Et puis, après la naissance, qu'est-ce qui s'est passé? Plus rien. Je me souviens, une année, on n'a pas fait l'amour du tout pendant 1 an. Mais en 6 ans de vie commune, on l'a fait peut-être 10 fois. Est-ce que vous en parliez ensemble? Il ne voulait pas en parler. Vous essayez? Oui, j'ai essayé. Est-ce que vous manifestiez, vous, votre désir de lui? Oui. Est-ce que vous faisiez des efforts physiques?
Oui, alors j'ai fait dîner romantique, petite nuisette avec les petites fioles de massage. J'ai essayé de me mettre toute nue à côté de lui. Mais en fait, il me disait, j'ai mal à la tête, j'ai quelque chose à penser que ça, j'ai le travail, les factures. Et au jour, je lui ai dit, bah, écoute, t'as pas tes règles non plus. Enfin, voilà, moi, ça me... Qu'est-ce que vous ressentiez, vous, face à... J'étais pas désirable, j'étais pas désirée, j'étais pas une femme. Pour être femme, il faut se sentir aimée et désirée. Et là, j'étais plus rien. Du coup, j'ai mangé, j'ai pris 20 kilos. J'étais mal dans ma peau. J'étais mal. Donc... Est-ce que vous avez eu une idée de l'origine de ce manque de libido chez votre mari? J'ai supposé, comme la dame, qu'il avait eu un attouchement sexuel étant plus jeune. Vous en avez parlé avec lui? J'en ai parlé, mais pour lui, c'était tabou. Et pour lui, c'était le passé et il ne voulait pas du tout en parler. Comment l'histoire s'est-elle terminée? Ben, je l'ai quitté. Comment allez-vous aujourd'hui? Bien. Bien. J'ai retrouvé quelqu'un et j'ai des relations sexuelles, mais au top. Bon. J'ai connu mon corps, enfin. Avant, je ne le connaissais pas. Maintenant, je connais mon corps, comment il réagit. Donc, quelqu'un qui vous a révélé en tant que femme, avec un F majuscule. Tout à fait. Mais en fait, avec le père de mes enfants, il n'y avait pas de préliminaire. C'était dans le noir. Ah oui. Non, parce que vous disiez tout à l'heure que pour le stimuler, un jour, vous vous êtes mis nu à côté de lui, ce qui me paraît quand même être la base quand même. Donc ça veut dire que vous ne le faisiez pas avant? Non. Non, mais parce qu'avant, on le faisait un petit peu. Donc voilà. Je vous dis, après, il y a d'autres stimulations. Hein. On peut toucher le corps, etc. Mais lui, ça ne lui avait rien du tout. C'était... non. Il n'en avait pas le besoin, en fait. Et... Qu'est-ce que vous pensez, Frédéric? C'est surtout qu'il y avait un blocage, en fait. Hein, et dans certaines situations, la personne a quand même envie d'être en couple, a envie d'avoir des enfants. Une fois que ça a été obtenu, qu'il a fondé un couple et eu des enfants, la libido s'éteint complètement. Donc il y a vraiment certaines personnes qui fonctionnent comme ça, qui, quelque part, ne sont entrées en relation que pour fonder une famille. Et, c'est ce que j'ai ressenti au départ, hein. Sincèrement, quand je suis tombée enceinte. Mais je ne pensais pas qu'on allait mais le garder. Vous étiez quand même très jeune, donc ça veut dire qu'il y a autre chose aussi, c'est-à-dire qu'il y a un blocage plus profond. Vous avez supposé que ça pouvait être un blocage à cause d'abus sexuels, ce qui est tout à fait plausible. Et effectivement, on peut se sentir impuissant si l'autre ne veut pas aller gratter ses souffrances ou travailler là-dessus. À un moment donné, c'est soit j'accepte de mettre une croix sur ma vie sexuelle, ce qui à 20 ans est quand même très compliqué, ou soit je passe mon chemin. C'est ce que vous avez fait. Malheureusement, on ne peut pas forcer quelqu'un à travailler sur lui si c'est trop difficile pour lui. Quel conseil vous donneriez à Brigitte ? Allez consulter déjà ensemble et puis faites attention à votre mari, même s'il vous aime au jour d'aujourd'hui. Voilà, on ne sait jamais, d'ici quelques années, peut-être que lui aura une envie, parce que on reste des êtres humains, donc voilà. Oui, ça, je sais qu'on n'est jamais à l'abri de rien. On est des êtres humains, on n'est pas des bêtes. Oui, dans le sens où, effectivement, c'est vrai qu'entre 20 ans et 40 ans, à 20 ans, l'absence de rapport prolongé peut travailler un peu. Là, peut-être que je suis arrivé à un âge où je suis plus posé, j'ai le temps, je sais qu'il y a des soucis qui doivent se régler. Pardon ? Vous avez quel âge ? Devinez. 41 ans. Combien ? 41. Alors, ça y est, déjà, ça vous est passé ? Attention, j'ai pas dit ça. Ah non, lui, ça lui est pas passé. Mais disons qu'il est beaucoup plus posé face à... Je suis posé, voilà. C'est tel le moine bouddhiste, prends sur moi. Je sais que c'est pas une cause perdue.
Le sexe est-il vraiment le ciment du couple? Y a-t-il un avenir pour les couples sans aucun rapport physique? Eh bien, c'est ce que nous découvrirons dans notre deuxième partie. Ce sera juste après ces messages de la rédaction. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Vous avez perdu l'un de vos proches dans un accident de la route causé par un chauffard en état d'ébriété. Votre enfant est décédé dans un accident alors qu'il avait bu. Vous ne vous pardonnez pas de ne pas être allé le chercher ce soir-là. Alors que vous étiez sous l'emprise de l'alcool, vous avez causé un accident. Vous ne vous le pardonnerez jamais. Après avoir pris le volant alors que vous étiez ivre, vous vous êtes retrouvé lourdement handicapé. Aujourd'hui, vous tentez de vous reconstruire. Avec le temps, vous avez réussi à accorder votre pardon au chauffard responsable de la mort de votre enfant ou de l'un de vos parents. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Aujourd'hui, dans l'histoire continue, nous retrouverons Michel. J'ai eu une rupture d'anévrisme cérébral. À quel âge? J'avais 35 ans. Vous avez dû réapprendre à parler, à marcher. Oui. À vivre tout simplement. 5 ans après son passage dans Toute une histoire, Michel a retrouvé le sourire. Aujourd'hui, elle exerce enfin le métier dont elle rêvait. Nous partagerons avec elle une journée clé de sa nouvelle vie dans la dernière partie de l'émission. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Vous avez vécu un accouchement hors du commun, à la maison, en voiture ou en pleine nature. Vous avez accouché avant d'avoir eu le temps d'arriver à la maternité. Votre enfant est né dans un lieu insolite. Vous avez accouché grâce à l'aide d'un inconnu, vous voudriez lui rendre hommage dans Toute une histoire. Vous avez fait un déni de grossesse et c'est le jour même de votre accouchement que vous avez découvert que vous étiez enceinte. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de Toute une histoire. Brigitte et Hubert sont ensemble depuis 3 ans. À 44 ans, elle est tombée enceinte miraculeusement. Mais sa libido s'est envolée au fur et à mesure que son ventre grossissait. Depuis 1 an et demi, ils n'ont quasiment plus de vie sexuelle. Et le problème commence à peser sur leur vie de couple. On va avancer maintenant avec la deuxième partie de notre émission, faire renaître le désir. Alors justement, depuis le début de cette émission, est-ce que vous sentez que les choses évoluent? Oh, bah, on a pris conscience de la chose. Et je reviens sur la grossesse miraculeuse. Attention, je ne suis pas le Saint-Esprit ici. Oui, bah, on a bien compris, oui, bien sûr. S'il y a eu, c'est quand même qu'on a eu des relations. Oui. Non, mais là, après, je pense que le temps va faire son œuvre. Peut-être être convaincu enfin de consulter à 2. Vous l'avez convaincu? Non, non, je vais peut-être être Oui, convaincue. parce que c'est vous qui n'avez pas envie. Oui. Oui, moi... Je sais qu'il sera ouvert. Est-ce que, par exemple, il vous arrive de temps en temps de jouer à « Je te tiens, tu me tiens » par la barbichette? Ah, c'est tentant. C'est incroyable, hein, cette fascination que ça a. Bah, oui, depuis le début de l'émission, oui, je me dis, est-ce que oui. ça peut avoir une utilité dans la problématique qui nous réunit aujourd'hui? Non, ça fait pas de l'écran. Pardon, je suis taquine. Oui, mais j'ai l'habitude. Hein. C'est vrai Ah que bon ça... Si vous la laissez, c'est pour ça aussi, Oh j'imagine. oui, bah, Hein, ça fait une personnalité en plus. Allez, je vais donner la parole à un autre couple avec nous dans le public aujourd'hui, Sylvie et Patrick. Bonjour à tous les deux. Sylvie, pourquoi avez-vous répondu à notre appel à témoins aujourd'hui? Eh bien, en fait, je n'ai aucun désir sexuel Pour votre mari, pour mon conjoint. pour votre compagnon. Depuis combien de temps? Ça a toujours été, Ah bon, depuis le début. oui. Et pourtant, vous vous êtes choisis. Oui, oui, oui. Et au moment où vous vous êtes rencontrés, où vous êtes choisis, qu'est-ce qui vous a réunis? Bah, c'est au fil du temps. Ah bah donc au début, ça existait entre vous. Au début, vous aviez Non, mais je veux dire par là qu'au fil du temps, on s'est bien rapprochés. Mais il n'y avait jamais eu d'attirance sexuelle. D'accord.
À un moment donné, il y en a eu quand même ou pas? Il y en a eu, il y en a jamais eu. De tout ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a voulu des enfants, donc voilà. Mais sinon, il n'y a jamais eu de désir. Donc, vous avez fait combien d'enfants tous les deux? 3. D'accord. Vous avez eu beaucoup de rapports sexuels pour parvenir à tomber enceinte? Oui, quelques-uns quand même. Mais voilà, il y avait aucun désir, aucun plaisir. De votre part? De ma part. Est-ce que vous vous reconnaissez dans le témoignage de nos invités? Est-ce qu'il vous est arrivé quelque chose plus jeune qui fait que vous avez ce manque de libido? Non, je n'ai jamais eu d'attouchement, ni il n'y a jamais rien eu avant. Je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que c'est une histoire de tabou, de malconnaissance des choses ou autre? Je ne sais pas. Vous n'avez jamais été révélée en tant que femme, peut-être? Vous n'avez jamais eu accès au plaisir sexuel? Très peu. En tout cas, pas avec un acte sexuel. D'accord. C'est-à-dire? Pardon. Dès qu'il y a eu pénétration, c'était impossible. D'accord. Donc j'imagine que c'est très courageux, encore une fois, d'accepter de venir témoigner, car on se doute bien que c'est douloureux. Donc depuis 11 ans, aucun rapport entre vous? Voilà, oui. Comment vous vivez tout ça, Patrick? Disons qu'au début, c'est vrai que le temps que l'histoire se construise, qu'on sache si le couple allait durer ou pas, c'est vrai que ça ne me gênait pas plus que ça. J'ai patienté le temps pour le premier acte. Une fois après, il y a eu beaucoup d'essais, entre guillemets, pour avoir notre premier enfant. Et les deux autres sont venus un peu plus comme ça, pas par hasard, mais plus dans la durée, sans en vouloir spécifiquement d'autres. Après, le fait de pas faire l'amour, depuis une dizaine d'années maintenant, je m'y suis résolu. C'est comme disait Hubert, on peut très bien, à partir d'un certain âge, relativiser toute chose par rapport à d'autres beaucoup plus importantes. Est-ce que vous en parlez tous les deux? Non. Qui a décidé de venir aujourd'hui? C'est moi. Et vous avez accepté facilement? Oui, parce que j'ai senti qu'elle en avait besoin. Je lui ai répondu, si tu as vraiment le besoin d'aller sur le plateau pour en parler, on ira. Si ça peut te libérer toi, de résoudre tes problèmes, oui. Drôlement courageux. Peut-être voulez-vous profiter de la présence de Frédéric pour lui poser des questions? Oui, j'aimerais bien comprendre. Je sais que psychologiquement, je suis très mal. Je suis en dépression et voilà, c'est... Depuis toujours ou vous êtes tombé en dépression à la suite de ces troubles-là? Il y a eu déjà dépression avant et c'est de nouveau dépression. Parce que la dépression peut être à l'origine de ce manque de libido, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, puis ça pèse aussi sur le couple, quoi. Ça se traduit comment? Maintenant, on fait chambre à part. Est-ce que vous avez été dans une famille où il y avait des démonstrations d'affection? Non. Est-ce que souvent on reproduit ça, Frédéric? Et vous le disiez tout à l'heure, je pense qu'il y a effectivement pas forcément... Les blocages par rapport à la sexualité, c'est pas forcément parce qu'on a été abusé ou qu'on a subi des traumatismes. Rien que le fait d'être dans une famille où le sujet était tabou, on parlait jamais de sexualité, où il y avait très peu de contacts, très peu de démonstrations d'affection ou une représentation négative de la sexualité. Parce que moi, quand je reçois des gens, souvent ils portent des injonctions très négatives. La sexualité c'est sale, il faut pas de sexualité avant le mariage. Tout un tas d'introjections négatives qui font qu'on a une image de la sexualité extrêmement négative et que du coup, c'est comme si vous ne vous étiez pas approprié votre sexualité. Vous ne savez pas ce que c'est votre sexualité. Donc c'est compliqué de savoir par où commencer à travailler là-dessus parce que vous ne savez pas ce que ça représente. Alors qu'est-ce que vous conseillez dans ces cas-là? Il y a des travaux pratiques? Déjà, effectivement, comme vous êtes dépressive en plus, le fait d'entamer une thérapie, je pense que c'est très important. C'est bien.
C'est fait, vous avez... C'est bien. Ah oui, Et de se dire, la sexualité, c'est quelque chose qui m'appartient. J'ai à me réapproprier cet aspect de ma personne. C'est une énergie, la sexualité. Donc, c'est une énergie qui m'appartient. Il y a ce que je vis avec l'autre, mais il y a aussi ma propre énergie sexuelle. Donc, qui s'exprime par cette pulsion de vie, qui s'exprime par la création et qui s'exprime par le corps aussi. Donc, peut-être faire des exercices par rapport au corps, effectivement, se faire masser, retrouver le contact avec le corps. Parce qu'il y a quelque chose dans la libido endormie, on est coupé de son corps. On est juste la tête. Donc, est-ce que vous avez du mal avec votre corps ou est-ce Oui. Que... Oui, c'est ça. Oui, oui. Vous avez du mal. Elle est très pudique. Vous avez du mal à être coquette? Aussi, oui. J'aime pas montrer, quoi. oui, donc là, il y a effectivement tout un cheminement à faire, à vous réapproprier votre corps physique, à contacter votre sensualité. Et effectivement, ça peut passer par des choses très simples, ça peut passer par se mettre du lait sur le corps, mais pour retrouver la conscience de son propre corps. Parce que sinon, vous n'êtes qu'un esprit, vous êtes coupé de toute cette énergie que vous avez et qui est une énergie vitale. Effectivement, le fait d'être déprimé, j'ai plus envie de rien quand je suis déprimée. Donc vous êtes coupé de cette énergie vitale. Et je vous dis, je pense qu'il y a pas seulement les abus sexuels, mais une vision très négative de la sexualité qui a pu vous couper de votre corps, comme si le corps, c'était pas correct et qu'il fallait pas s'en occuper. Oui. Ou un manque du regard du papa aussi? Ça peut aussi, mais j'ai le sentiment, là, c'est vraiment quelque chose... Elle est coupée de son corps. Pour moi, j'ai pas le fait qu'elle ait eu 3 enfants, ça n'a rien changé. Ce qui a changé, c'est les sentiments au fil du temps, qui ne sont plus les mêmes qu'au début. Ça, c'est forcément, on va dire, l'habitude d'un couple. Après, le regard sur le corps... Mais l'habitude d'un couple, ça nuit pas forcément aux sentiments. Hein. Les sentiments restent. En général, le désir peut-être. Mais le désir, c'est peut-être du fait qu'il n'y ait pas de rapport. Ça a mis tout en retrait. Il y a forcément des conséquences. En tout cas, je suis très, très impressionnée aujourd'hui et très émue parce qu'on a souvent l'habitude, on nous pose souvent la question, mais comment c'est possible que des gens viennent se raconter ça sur des sujets aussi intimes et dont on sent que vous n'avez pas l'habitude d'en parler entre vous, entre époux. Et je suis vraiment très touchée que vous veniez témoigner comme ça. Et je pense qu'il y a plein de gens qui se reconnaîtront dans ce que vous racontez aujourd'hui, qui n'osent pas en parler, qui n'oseraient pas faire la démarche et que vous aiderez certainement beaucoup en étant là aujourd'hui. Donc Frédéric, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller ? C'est très bien que vous fassiez un travail sur vous pour vous réapproprier votre propre corps et votre sexualité et dans un second temps, effectivement, retourner dans la relation. Mais je pense que vous avez déjà ce travail à faire sur vous. Et je pense que vous en avez conscience aussi. Bien sûr. Donc, mais le chemin va être long, là. Oui. Aller à la piscine. Mais le chemin est long, mais vous êtes déjà en chemin. Vous avez fait déjà le pas, vous êtes là, vous avez commencé un travail. Donc le travail, il est commencé déjà. On retrouve l'énergie de vie. Il y a un sacré pas quand même. Être là aujourd'hui, c'est pas rien. C'est presque plus fort que d'être nu devant... c'est une manière de vous dénuder aussi, d'être là aux yeux de tous, sans vous cacher. C'est quand même un sacré pas. Non ? Tout à fait. Mais ça montre à quel point c'est vraiment tabou dans le couple, ces sujets-là. Moi, j'ai des gens qui sont ensemble depuis 25 ans, qui n'ont jamais parlé de sexualité, qui ont toujours une sexualité insatisfaisante et qui, en entamant ce travail, débloquent des choses. Et c'est formidable, c'est extrêmement touchant de voir qu'on peut récupérer cette partie de soi quand on s'en occupe. Donc, je vous souhaite un beau chemin. Voir si ça va mieux. On vous accueillera sur l'autre canapé, là-bas, sur le côté d'Histoire continue. Moi, il n'y aurait pas de souci. Pas de souci de quoi? De revenir. De revenir. Bon, écoutez, je vous le souhaite en tout cas. J'espère que cette démarche vous aura fait du bien et que la suite de votre démarche personnelle, psychologique, vous apportera du mieux. Je vous le souhaite profondément. Patricia. Qu'est-ce qui vous manque le plus? Maintenant, c'est plus comment dirais-je? De la tendresse? De la tendresse, des câlins. Mon mari n'est pas du tout démonstratif. C'est des petits bisous comme ça, et puis c'est tout. On se prend la main de temps en temps devant la télé. On a l'impression qu'on... Devant quelles émissions? On se connaît.
On se connaît depuis 27 ans et puis on a l'impression qu'on est au début de notre relation, quoi. C'est pas mal, ça, c'est assez magnifique. Oui, mais bon, il n'y a pas assez de tendresse quand même. Moi, j'ai beaucoup besoin d'affection, mon mari le sait, bon, parce que il y a toute une histoire. Ce que vient de dire Patricia, c'est peut-être que finalement, ils ne se connaissent pas du tout et que tout est possible. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a beaucoup de couples comme ça qui ont passé 25 ans de leur vie ensemble et qui ne se connaissent pas et qui ont une gêne. Une gêne à parler de certains sujets, une gêne à aborder de l'intimité et qui ne sont pas dans l'intimité. Le problème, c'est qu'après, comme disait Séverine, c'est que ça agit sur le caractère. Mais bien sûr. Parce qu'après, moi, j'ai les mêmes réactions vis-à-vis de mon mari qu'elle a vis-à-vis du sien, pour des raisons différentes pourtant. Mais je me suis lassée parce qu'il me dit souvent, mais pourquoi tu ne viens pas vers moi comme avant? Non, mais il ne comprend pas qu'au bout d'un certain nombre d'années, on finit par se lasser d'avoir fait justement toujours le premier pas. Votre besoin aujourd'hui, Patricia, c'est qu'il vienne vers vous. Voilà. Mais lui, il dit que non, il a du mal. Je suis comme ça, tu le sais, pourquoi tu ne fais pas la démarche? On ne peut pas juste dire ça dans la relation, dire je suis comme ça et puis il ne se passe rien et j'évolue pas. On évolue dans la relation. Du coup, bien sûr, moi, je deviens un petit peu plus agressive, je suis un petit peu plus, c'est la frustration, peut-être méchante, on se dispute pour des bêtises. Alors, quelle question vous souhaitiez poser à Frédéric? Surtout, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? Est-ce que le fait d'aller voir quelqu'un, ça changera les choses? Et je voudrais que mon mari entende ça, parce que bien sûr que ça changera les choses. Lui, il pense que non, que c'est à nous de le régler. Lui, il ne veut pas toucher ce problème. Il ne veut pas y aller. Il ne veut pas se remettre en question par rapport à ça. Donc oui, effectivement, il va dire ça ne sert à rien, mais ça sert à quelque chose. Parce Moi, j'en suis convaincue. Si vous êtes là, c'est parce qu'il y a une souffrance et il y a un besoin, il y a des besoins qui ne sont pas entendus. Donc, à un moment donné, vous avez besoin d'être entendu là-dedans. Et si vous enleviez votre perruque et vos lunettes de soleil? Je ne sais pas si ça lui plairait. En fait, moi, ce que j'entends de vous, c'est que vous êtes quand même très inféodée, très soumise à ce qu'il pense, à ce qu'il fait, à sa manière d'être. Non, pourtant, pas du tout. C'est moi qui porte la culotte, comme on dit vulgairement dans le couple. Je suis le moteur, c'est moi qui impulse les choses, qui est à l'initiative, mais lui me suit tout le temps. C'est plutôt le contraire. Dans ce problème-là, comme on disait, il y a un problème qui vient de beaucoup plus loin. Moi, je n'ai pas eu d'attouchement quand j'étais gamine. Ça ne s'est pas posé comme ça, mais j'avais un père qui parlait de la sexualité d'une certaine façon. Et ça m'a certainement bloqué aussi. Oui, puis ça vous a sans doute bloqué dans vous occuper de vos besoins et pas laisser tomber quand il vous disait « Oh ben non, c'est pas grave, c'est pas important, etc. » Parce qu'effectivement, si l'image, si le fait de porter mon désir, c'est jugé négativement, ça me renvoie une image négative, c'est difficile d'aller jusqu'au bout de votre intention et de dire je suis légitime à avoir ce besoin. Puis on culpabilise de toute façon, donc forcément, ça vient de ma faute, c'est pas que de lui. Bien sûr, il y a certainement des choses qui viennent de moi, mais c'est Mais votre besoin est légitime. Oui. Séverine, quel lien vous unit désormais à votre mari? C'est un lien très fort. On s'aime profondément, on est très complices. On a gardé cette complicité, cet humour aussi, énormément d'humour, parce que c'est super important. Moi, ça commence à faire un petit bail, mais il y a toujours l'humour qui est là, et du coup, l'amour reste aussi, enfin, en ce qui me concerne. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de tout remettre en question dans votre vie pour tenter de trouver de nouvelles bases? Oui, bien de toute façon, là, on a évolué un petit peu différemment. Il y a quelques mois, on a décidé de quitter la région parisienne, tous les trois. Et on vit maintenant dans le sud. Donc, on a quitté nos parents respectifs, qui n'étaient pas trop loin, les amis, enfin, tout ce qui nous entourait, en fait, pour redémarrer quelque chose de... C'est pas trop dur pour vous, qui êtes un peu dépressive? Vous vous sentez pas un peu seule? Alors, je suis dépressive, je pense, dans cette... je ne sais pas comment l'expliquer. Quand on aborde ce sujet, c'est vrai que je m'éteins parce que j'ai pas envie. À côté de ça, quand je vous dis j'ai pas d'envie de sortir, j'ai pas envie de voir des gens parce que je me sens pas super bien. Mais à côté de ça, j'aime la vie. Je fais des choses avec ma fille, on se fait des grandes balades, même avec Tony. On continue de vivre notre vie.
Il y a juste cette partie-là qui ne fonctionne plus. Voilà. Donc le conseil de Frédéric? On en a parlé tout à l'heure, hein, vraiment de continuer ce travail parce que pour que votre passé n'impacte plus sur votre Mais je pensais que j'avais réglé le problème parce que quand je suis sortie de cette thérapie, j'étais transformée. Vraiment, j'ai pu parler de ce qui s'était passé sans m'effondrer, sans me bloquer. J'ai pris 10 kilos en 3 mois, ce qui prouvait que j'allais mieux. Oui, oui. Et qu'est-ce qui a fait que d'un seul coup, cela revient? Oui, c'est ça. Il y a quelque chose qui a ancré le blocage et qui vous maintient dans la petite fille abusée. Oui. Alors je me pose la question à savoir si ce n'est pas justement les disputes continuelles. Parce que plus il y a disputes, il y a des mots qui sont très durs. Hein. Et moi, je m'enferme encore plus. C'est ça. Et du coup, quand j'ai envie de faire un effort, là, il y a une dispute et c'est terminé. Là, je suis rancunière là-dessus, quoi. Donc, c'est vraiment le cercle vicieux qui fait... C'est pour ça qu'il faut sortir de ça. Il faut vous faire aider pour retrouver de la respiration là, dans la relation. Je crois que j'ai vraiment besoin de... Écoutez, j'espère que ça ira mieux pour les uns et pour les autres. Nous vous accueillerons avec plaisir sur notre autre plateau. Merci à vous d'avoir eu le courage de venir témoigner. J'espère que cette émission vous sera profitable. Je suis toujours frappée par la capacité à rebondir justement de celles et ceux que j'accueille chaque jour. Et c'est notamment le cas de Michel qui a su donner un nouveau sens à sa vie alors que le destin l'avait doublement frappé. Bonjour, je vous propose tout de suite de découvrir où vous en êtes depuis votre précédent passage sur notre plateau. Merci donc d'être présente dans ce nouveau numéro de l'Histoire continue. Jean-Luc Delarue, vous avez reçu le 9 juin 2008 dans une émission intitulée « Passer si près de la mort leur a fait aimer la vie ». Quelle épreuve aviez-vous traversée à ce moment-là? J'ai eu une rupture d'anévrisme cérébral. À quel âge? J'avais 36 ans. Vous étiez dans quel état d'esprit avant cet accident? Vous aviez quelle vie? J'avais une vie tout à fait normale. J'étais mariée, j'avais 3 enfants, je travaillais, j'étais très active, très sportive. Donc tout allait bien au niveau professionnel, on gagnait bien sa vie, tout allait super bien. Donc vous aimiez la vie? Oui, oui. Et puis que s'est-il passé ce soir-là exactement? En fait, je regardais la télévision un soir. J'ai eu la chance, je pense que j'ai quand même un ange, parce que j'avais la chance d'avoir mon mari qui était là, ce qui n'était pas souvent puisqu'il était quand même indépendant, très rarement à la maison à cette heure-là. J'ai eu un mal énorme au niveau de la tête et j'ai essayé de prendre l'air à l'extérieur parce que vraiment j'avais l'impression de m'étouffer. Et heureusement qu'il était là, donc j'ai pu dire ce que je ressentais. J'ai dit, j'ai l'impression que ça saute dans ma tête comme une cocotte. Je suis vite repartie sur mon fauteuil et je suis tombée là, évanouie. Ce qui fait qu'il a appelé directement un médecin, enfin une doctoresse qui est une amie. Parce qu'à cette heure-là aussi, comme je dis, ce n'est pas toujours évident d'avoir un médecin qui va se déplacer pour quelqu'un qui a un problème de tête. Et elle est venue directement et au moment où elle est arrivée, elle a vu que je faisais une épilepsie. Donc ça lui a fait tout de suite tilt en disant mal de tête comme ça, épilepsie, c'est sûrement une rupture d'anévrisme. Ce qui fait que j'ai été appelée tout de suite à partir en urgence. Un peu comme dans les films, on m'a expliqué qu'il y avait l'ambulance avec tous les policiers, toute une équipe de policiers qui écartait l'autoroute pour vraiment foncer au plus vite pour arriver là. Et même à l'équipe, ils avaient dit à mon mari, vous suivez, mais il est possible qu'elle soit déjà morte pour quand on arrive là-bas. Ça n'a pas été le cas. On a remarqué que j'avais un bon cœur. Je pense que j'étais l'endurance d'une femme sportive. Et voilà. Donc, vous avez été opérée avec succès. Au bout de combien de temps avez-vous pu quitter l'hôpital? En fait, je pense qu'ils avaient l'intention de me garder un bon bout de temps, puisque comme ils pensaient vraiment que j'allais vraiment être comme une plante, plus capable de faire quelque chose. Après un mois, je voulais partir. Et les médecins ont dit à mon mari, bah, écoutez, laissez-la partir. Dans quelque temps, elle reviendra, parce que c'est trop dur. Pourquoi? Vous avez beaucoup de séquelles parce que j'imagine que votre cerveau n'a pas été irrigué pendant un certain temps. Oui, j'ai eu une deuxième rupture d'anévrisme au moment de l'opération. Donc, vous aviez des séquelles après l'opération? Oui, énormes quand même. Qu'est-ce que vous aviez comme j'avais séquelles? plus d'équilibre du tout.
Bon, évidemment, je savais bouger mes bras, mes jambes et tout ça. Mais ce qui est un peu bizarre, j'ai toujours été saoule, mais saoule sans avoir bu. Vraiment, dans l'état, j'expliquais au médecin, j'étais saoule, pas d'équilibre, pas... Et puis, le problème, ça a été de pouvoir reparler. Ce qui fait que, par exemple, mes enfants étaient là, je savais bien que c'était mes enfants, mais je ne savais plus dire leur nom. Je savais que c'était bien mon mari, je connaissais tous les gens, mais j'ai eu beaucoup de difficultés à tout réapprendre ça. Donc vous n'avez pas eu de perte de mémoire? Pardon? Pas de perte de mémoire? Oui, enfin, il y a une autre partie de mémoire. Je connais très bien ma vie. Après ma rupture d'anévrisme, je savais très bien tout ce qui s'était passé dans ma vie. Ouais. J'ai même une mémoire incroyable. Des fois que mes amis me disent bah, « c'est incroyable, toi tu te souviens encore des histoires comme ça, pas nous ». Par contre, pour parler, c'est un problème. Même encore maintenant, j'ai des fois les mots, j'arrive pas à les retrouver, voilà. Ouais. À l'époque, vous étiez mariée? Oui, j'étais mariée. Depuis combien de temps? J'ai été mariée, à ce moment-là, on avait peut-être 17 ans de mariage. Mais et votre couple a résisté à cette épreuve? Non, on a divorcé. Alors, votre rupture d'anévrisme a remis en question toute votre existence. Vous avez alors décidé de troquer votre tablier d'épouse parfaite pour une toute nouvelle vie. Notre équipe est partie à la découverte de cette nouvelle Michel. J'ai eu une rupture d'anévrisme cérébral. J'avais 35 ans. Michel était venu sur notre plateau en 2008 pour nous faire part de cette épreuve qui avait failli lui coûter la vie. Combien de temps l'opération? 8 heures. 8 heures d'opération? Oui. Parce que j'ai fait une deuxième rupture d'anévrisme au moment où il faisait l'opération. Vous avez dû réapprendre à parler, à marcher. Oui. À vivre tout simplement. Mais Michel n'en était pas sorti indemne. Son accident avait entraîné d'importantes séquelles. J'ai un handicap. Je suis aphasique. Vous avez des trous de mémoire? Vous avez des moments qui... Beaucoup de problèmes, donc j'ai réappris à parler. Mais j'ai beaucoup de difficultés des fois à ce que les mots sortent de ma tête. On dit souvent qu'une épreuve n'arrive jamais seule. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Mon mari m'a quittée. Il m'a quittée 3 ans après ma rupture d'anévrisme. Néanmoins, Michel avait trouvé les ressources nécessaires pour reprendre le contrôle de sa vie. J'étais fonctionnaire. Donc là, vous avez trouvé une voie qui vous ressemble plus. Totalement. Ouais. J'avais toujours l'impression aussi que j'existais que pour mes enfants et pour mon mari. J'avais quand même une passion. Ça a été l'occasion, pas évidente, d'aller à des cours. Quelle passion? L'œnologie. Je suis une vraie épicurienne. Je suis passionnée des vins. 5 ans plus tard, nous retrouvons Michel, qui s'assume pleinement dans sa nouvelle vie. Mais tout ne s'est pas fait du jour au lendemain. Et Michel réalise aujourd'hui à quel point le chemin a été difficile. Après ma rupture d'anévrisme, j'ai cru, pendant une grande période, que j'allais être comme j'étais avant. Ça n'a jamais été le cas. Mais bon, c'était... Je me suis battue pour ça, donc même déjà les étapes étaient énormes. J'ai appris comme un enfant, même pour se laver. Tout a changé du jour au lendemain, donc ça n'a pas été facile. Mais en véritable battante, Michel n'a jamais baissé les bras, pour la plus grande satisfaction de son entourage. Le médecin, il était déjà impressionné, rien que sur quelques mois de l'évolution. J'ai voulu leur montrer qu'il fallait ne pas avoir peur aussi de se battre dans la vie. Moi, je me dis, c'est vrai, on m'a dit que j'allais mourir, quoi. Regardez comment je suis. Battez-vous, battez-vous. Vous allez peut-être avoir la chance de croquer la vie encore longtemps, quoi. Et à force de se battre, cette grande passionnée d'œnologie a réussi à en faire son activité. Ma passion de l'œnologie, j'ai jamais pensé que ça deviendrait une profession, hein. Je l'ai fait parce que j'étais déjà une femme qui aimait bien tout ce qui était la cuisine, les vins. Et ça a été plus en me disant, je vais faire ça comme passion pour avoir une activité autre que de rester à la maison. Bon, j'ai eu la chance qu'au départ, on m'a trouvée compétente pour faire quelque chose. Et puis ça a été l'occasion d'ouvrir une autre voie dans ma vie. Des fois, je me dis, si j'avais pas une rupture d'anévrisme, si j'avais pas été divorcée, je serais peut-être toujours fonctionnaire ou j'étais pas heureuse. Je suis vraiment tellement bien et que je m'aime moi-même. Et sans me la péter, je suis très fière de ce que je suis devenue. Et les gens
les gens m'acceptent comme ça, quoi. Voilà, c'est tout. C'est une étape. Dominique et Xavier, un couple d'amis, ont redoublé d'attention pour soutenir Michel. Chacun dans son rôle a su la pousser à se dépasser. Quand j'ai appris la rupture d'anévrisme de Michel, je me suis demandé qu'est-ce qu'il allait advenir d'elle, en ce sens que quand quelqu'un fait une rupture d'anévrisme, on ne sait jamais comment il va sortir de l'hôpital. Elle était complètement éteinte. Donc elle ne correspondait plus du tout à la Michel qu'on connaissait. Mais Xavier s'est aussi investi médicalement aux côtés de Michel lors de sa rééducation. Moi, en tant que kinésithérapeute, évidemment, comme on se connaissait depuis tellement longtemps puisqu'on était amis, elle m'a demandé de la prendre en charge. C'était pas une charge parce que c'était un bonheur pour moi de pouvoir en arriver à l'aider. Donc on a dû tout lui réapprendre. Elle a dû réapprendre à lire, réapprendre à compter. Je lui donnais un cahier avec du travail à faire à la maison, comme un enfant qui a ses devoirs et ses leçons à faire. Évidemment, chaque mot, chaque geste était une victoire. La rupture d'anévrisme de Michel a été pour elle le moyen de rebondir et d'aller au bout de ses envies, jusque-là inassouvies. Sa passion pour l'œnologie était déjà avant sa maladie. Elle avait ce qu'on appelle un palais, et elle avait un nez. Et après sa maladie, je crois qu'elle s'est dit, là, ce sont mes qualités principales, je vais les exploiter. Et maintenant, elle a su créer sa petite société. Elle s'est refait un nom, mais c'est extraordinaire. Alors, comme en plus elle a gardé cette capacité de contact, elle est invitée dans tous les grands événements. Je la vois rayonnante, on la voit nous jubiler. Sa passion, c'est sa passion, elle vit sa passion. C'est magnifique, ça. Depuis quelques années, Michel est sur tous les fronts dans le domaine qu'elle a choisi pour reconversion, l'œnologie. Aujourd'hui, c'est une journée particulière. Michel va assurer une dégustation d'un vin belge dans un lieu prestigieux, l'ambassade de Belgique à Paris. Arnaud, je suis à l'ambassade. Est-ce que tu es là? Tu viens m'aider? Il faut venir décharger. Bonjour Michel. Arnaud, l'un des représentants du domaine viticole, sera là pour l'épauler. Réception. Oh là là, t'es déjà bien habillé. On va pas trop traîner. On rapporte d'abord le plus léger? Non, c'est le plus lourd, ça. Je vais le mettre là-bas près de toi, ça va. Montre en main, il s'agit de tout installer pour être opérationnel à l'ouverture des portes. Nous, on va se mettre là tous les deux. Tous les deux. D'un côté, il faut les bacs avec les verres pleins. De l'autre côté, un bac avec les verres vides pour les remettre après. 400 personnes sont attendues. Un véritable challenge pour Michel, qui doit faire face à son handicap, les trous de mémoire. Ah, moi, je suis toute animée. En plus, c'est assez original. Et en plus, être à la... Alors, non, pas l'ambassade. Ah, si, en l'ambassade, tu vois. J'ai des fois le problème de trouver le mot, mais bon, c'est comme ça. Je suis tellement stressée que ça va être encore une difficulté pour moi pour m'exprimer, parce que c'est quand même plein d'émotions. Puis, on va être avec les ministres, avec toutes des personnalités. Et puis, voilà. Le départ est toujours difficile, mais une fois que j'ai des gens, je suis très détendue. Voilà, c'est une belle réussite pour moi, en tout cas. Mais à quelques minutes de l'événement, la pression commence à monter. Alors, Michel s'accorde une petite pause gustative. Après, on va me dire, Michel, elle boit déjà. Puis chacun prend son poste, car les invités commencent à arriver. Concentré, Michel se doit d'être à la hauteur. À la limite, ce qu'on va faire, moi je sers, toi tu distribues. Oui, ce sera plus facile. Je vais servir là-bas. Et elle n'a pas son pareil pour faire découvrir son fameux cru. C'est quelque chose en Belgique qui marche super. Et puis on le prend aussi des fois en sauvage, hein, sans brut de brut, alors vraiment sans sucre du tout. Je vous sers une petite coupe de vin belge. On va boire ça avec beaucoup de plaisir. On espère être fournisseur breveté à la cour. C'est de trop, vous voulez que je vous en fasse un plus petit? Je vais le mettre comme ça. Donc dégustez ça, vous allez voir, c'est que du bonheur. 1 heure après, la salle est comble et Michel est impressionné par tant de succès. Il commence à avoir du monde, moi je ne les vois pas passer, mais il y a surtout beaucoup de gens qui viennent se resservir. Donc... Ouais. Écoute, il n'y a plus. Ça vous plaît? Une journée intense s'achève pour Michel. Épuisé, mais fier d'avoir su mener à bien cette dégustation. Et t'as entendu là tantôt que la femme de l'ambassadeur nous a dit que c'était extraordinaire notre dégustation? T'as pas entendu ça? Non, j'ai pas entendu. Ah oui, ils sont venus nous féliciter, c'était assez haut, j'étais toute contente. On fait du très bon boulot, Michel. Impeccable. C'était chouette, hein, moi j'ai bien aimé. On a eu une grosse journée et puis on va fêter ça. T'as bien mérité un petit café. Oups.
Alors donc, vous fêtez ça en buvant un petit café. Je croyais que vous alliez déguster vos bouteilles pour fêter ça. On non, a vous peut-être allez... boire du café, là. Ah bon, c'est ce que j'ai entendu. Non, quelqu'un qui me voit avec du café, non, c'est pas possible. Ah bon, d'accord. Donc, cette passion du vin, vous l'aviez avant d'avoir votre rupture d'anévrisme? Avant, oui, j'avais aussi, voilà, j'aimais les vins, comme elle disait Dominique, mais vraiment que, voilà, j'ai pu profiter de ça et d'aller à des cours d'œnologie en cours du soir, en détente, tout comme ça. Quoi, et vous nous disiez tout à l'heure qu'avant d'être tombée malade, vous étiez heureuse dans votre vie. En fait, je comprends, moi, en regardant ce reportage, que vous vous êtes vraiment trouvée depuis. Beaucoup mieux, parce que, comme je disais, avant, oui, je pensais que j'étais heureuse, mais je voyais que j'évoluais plus pour la carrière de mon mari. Et j'étais rayonnante de voir que mon mari, j'ai toujours été comme ça, voilà. Et maintenant, après, voilà, c'était plus pour moi, profiter de ça, de ma passion. Quel souvenir vous avez gardé de votre participation à l'émission? Ce qui a été un peu très touchant, et je pense que pour moi, ça a été sa façon de lui dire chapeau, mais on m'a dit que c'était très rare et c'est exceptionnel que Jean-Luc Delarue, avant que l'émission soit terminée, me propose de parler à sa place et de lire le dernier, comment on appelle, la citation. Donc j'ai parlé de la mort à la fin, quasiment près de lui, et ça a été émouvant pour moi. Ça m'a vraiment touchée. Et puis aussi, quand l'émission était terminée, les personnes qui sont ici à l'extérieur sont venues vers moi et m'ont dit que c'était très émouvant. Et quand j'ai croisé aussi dans la rue, j'ai vu pas mal de gens, des personnes qui m'ont appelé puis dire ce qu'ils pensaient de moi, quoi. Donc ça a été, voilà. En fait, ça a changé le regard que portait votre entourage sur vous? Parce que pour moi, en fait, moi, j'avais fait la démarche de venir aussi une autre un peu thérapie, un peu, oui, de... Moi, j'étais avant très, très gênée de ce que j'étais. Parce que comme j'avais des problèmes aussi de communication pour bien vraiment parler correctement, des fois je cherche des mots, j'arrive pas à trouver vraiment le mot haut niveau, donc j'essaie de prendre le mot basique. Et j'avais l'impression que les gens me pensaient que j'étais devenue bête, quoi, que le niveau intellect était fort diminué. Et puis, bon, voilà, maintenant, après, c'est... Et alors, j'ai compris que vous avez appris à vous aimer, à vous respecter, à respecter vos envies. Je m'aime comme je suis et j'ai énormément d'amis, ce qui est déjà magnifique. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont autant d'amis. J'ai fêté mes 50 ans, on était 50 personnes. Et des vrais amis, je sais ce que c'est des vrais amis, puisqu'ils ont toujours été là. Et voilà, c'est... Oui, je les croque, quoi. Je croque vraiment ma vie et tout ça, c'est... Et sentimentalement? Mais sentimentalement, c'est vrai que j'ai pas de problème de rencontrer des gens. Hein. Il y a 10 ans que je suis seule, des rencontres, mais bon, j'ai pas rencontré la personne avec qui je suis, voilà, avec qui je pourrais faire ma vie, quoi. Donc, mais ça, c'est un de mes rêves quand même. J'ai beaucoup de rêves, mais ça, ce serait quand même un rêve pour moi. Et peut-être que vous n'êtes pas prête à renoncer à votre liberté, à votre indépendance? Bon, je pense déjà que l'homme que je vais rencontrer sera un homme qui a la même passion que moi. Je pense que s'il n'est pas épicurien comme moi, ça... Mais bon... Ça devrait se trouver, hein, en même temps. Je pense que oui. Donc je me dis, peut-être un vigneron. Hein. Il n'y a pas que... Oui, je pense qu'un vigneron, ce serait bien. Non, je rigole, mais je pense... Vous voulez profiter de votre présence ici pour lancer un message? Hein, il n'y a pas que l'amour est dans le pré, il y a l'amour est dans les vignes aussi, ça pourrait être sympa. Bravo. On devrait faire une nouvelle émission. Quel message avez-vous envie de faire passer aujourd'hui? Moi, en fait, vraiment ici, mes démarches étaient d'abord pour moi, enfin, les premières fois quand même pour moi, mais maintenant ici, c'est quand même aussi, et de dire merci à toutes les personnes qui sont là et qui sont encore là, parce que j'ai encore besoin des fois de l'aide, mais c'est vraiment un grand merci, c'est énorme, mais aussi pour toutes ces personnes qui souffrent et qui pensent qu'ils n'y arriveront pas, battez-vous, et surtout, tous les gens négatifs qui sont près d'eux, lâchez-les. Moi, tous les gens, j'ai vraiment coupé tous ces liens avec ces gens qui me bouffent mon énergie, des gens qui vous donnent vraiment le moral plus bas que ça. Non, il faut vraiment, battez-vous. Ayez des rêves, surtout ayez des rêves. Moi, j'ai plein de petits rêves et c'est ça qui me fait évoluer dans la vie. Je vais vous demander de bien vouloir signer le grand livre de toute une histoire. Et puis, bravo pour ce parcours. Merci. Et merci d'être venu nous voir aujourd'hui.
et d'avoir témoigné à nouveau. Merci donc pour cette confiance et cette fidélité. À bientôt pour d'autres témoignages. Tout de suite, le sommaire de notre prochaine émission. Bon après-midi sur France 2. Merci beaucoup. On a longtemps pensé les connaître. Ce sont des personnalités publiques et pourtant... Mes parents sont morts quand j'avais 11 ans. J'ai toujours dans ma tête l'idée que j'ai 11 ans. Le 21 mars 2012, c'est le jour où mon frère, qui est médecin, a débarqué dans mon bureau en me disant que j'avais une leucémie. Une première fois en 94 et 2 rechutes, en fait. Dans toute une histoire, ils se confient en toute sincérité sur cette blessure qu'ils ont longtemps gardée secrète. La vraie culpabilité, c'est en fait celle d'être encore là, alors que votre enfant n'est plus là. Pendant 10 ans, j'ai animé une émission de débat politique. Quand on fait 5, 4, 3, 2, 1, top, hein, hop, j'avais l'image de mon père. Ah, si mon père me voyait. C'est tellement terrible de voir quelqu'un se détruire devant vous sans rien pouvoir faire. Face à ces épreuves, où ont-ils puisé leurs forces pour continuer à avancer? Vous travaillez tout de suite. Si pendant une seconde ou un quart de seconde, vous pensez à autre chose, c'est bon à prendre. Ça m'a boosté. Je me suis dit, il va falloir que je fasse encore plus de choses. Avant d'entrer en scène, tout d'un coup, je disais, j'ai perdu mon sein, quoi. Je veux dire, c'était un truc, voilà, dont j'en faisais un gag. Le quotidien reprend quand même le dessus. Voilà. Et Dieu merci. Oui, et Dieu merci, absolument.